bienvenue sur Astrosciences, la chaîne consacrée à la pratique de l'astrologie et à ses applications présentes et à venir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons revenir sur un sujet traditionnel, je dirais même un sujet très traditionnel puisqu'il s'agit des dignités. Alors les dignités, vous en avez entendu parler, il s'agit d'un moyen de caractériser en fait l'état d'une planète sur une carte du ciel ou dans un thème astral. Il y a deux types de dignités en astrologie que vous allez entendre ou que vous avez déjà entendu. Les dignités essentielles, qui traitent en fait de la position de la planète dans les différents signes du zodiaque. Ce sont les positions célestes des planètes, célestes parce que raccordées au ciel, donc position des planètes dans les signes. Alors ça, ce sont les dignités essentielles. Et puis les dignités dites accidentelles, qui, elles, parlent de la position des planètes dans les maisons, mais pas seulement, aussi de la position des planètes en aspect, qui sont plus ou moins en affinité avec la nature même de la planète. Donc dignité essentielle, dignité accidentelle, liées davantage à la sphère terrestre. Vous savez que les maisons sont davantage, par exemple, reliées à la sphère terrestre qu'à la sphère céleste. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les dignités célestes, c'est-à-dire la position des planètes dans les différents signes du zodiaque. Et donc ça qualifie leur santé, leur état, leur moyen d'expression, leur potentiel d'expression également. Donc dans les dignités, nous avons deux types de dignités essentielles, le domicile et l'exaltation. Alors, le domicile... pour l'instant, au début de cette vidéo, le domicile, c'est la planète est chez elle. C'est-à-dire la planète est dans son signe. C'est-à-dire qu'il y a une affinité directe entre la planète et le signe. Ce qui fait que, quand la planète va être dans son signe, elle va pouvoir s'exprimer à plein, librement. Elle va pouvoir libérer, exprimer toute son énergie d'une manière facile, je dirais presque évidente. Dans l'exaltation, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on retrouve des affinités entre la planète et le signe, mais ces affinités sont quand même moindres en nombre que dans le cas du domicile. Donc oui, il y a bien une expression facilitée de la planète, mais ce n'est pas aussi évident que dans le domicile. Bon, alors ça on va retenir ça pour l'instant, on essaie de faire simple et de progresser au fur et à mesure. Et puis là, j'ai représenté, parce qu'il faut un support visuel pour bien comprendre ce que sont les domiciles et l'exaltation, donc la couronne zodiacale, commençant par le bélier ici, vous connaissez, et autour en rouge, vous voyez que j'ai représenté les planètes dans leur domicile. C'est-à-dire que si je prends le signe du bélier, Mars va être en domicile dans le signe du bélier. C'est pour ça que l'on dit que Mars est maître du bélier. Donc ça, c'est une affinité directe. Le domicile, affinité directe. C'est-à-dire que Mars qui va représenter l'action, le combat, l'affirmation personnelle, est en affinité directe avec le signe du bélier, qui est le premier signe du zodiaque, donc qui va lancer toute la ronde du zodiaque, tout ce cycle de développement, et donc le bélier qui a besoin de beaucoup d'énergie, comme la graine qui cherche à s'implanter dans la terre, donc pour pénétrer la terre, donc il lui faut beaucoup d'énergie justement pour démarrer tout le cycle. Et de l'énergie, mais aussi de la combativité. Donc vous voyez qu'il y a une affinité directe entre Mars et le signe du bélier, c'est pourquoi Mars est considéré en domicile dans le signe du bélier. Et ainsi de suite. Je prends juste l'exemple suivant au plus court, mais la Terre qui est représentée par le bélier, par le taureau, est en affinité directe avec Vénus, qui est une planète aussi très proche de la nature, qui nous parle de réceptivité, comme la Terre qui va recevoir la graine, d'attention aussi portée à l'autre, donc de douceur. Donc ici, on a une affinité directe entre Vénus, c'est aussi le rapport au plaisir, à la chair, donc que l'on trouve directement en affinité avec le signe du taureau. Donc vous voyez pourquoi Vénus est en domicile dans le signe du taureau. Alors cette représentation des planètes, donc je vais continuer. Mercure est en domicile donc dans le signe des Gémeaux, la Lune en Cancer, le Soleil dans le signe du Lion, facile, Mercure dans la Vierge, oui on écrit, on calcule, on compte, on analyse, Vénus en Balance, la fleur, voilà, bon, les plaisirs, les couleurs, les parfums, Mars, alors ici nous avons un cas particulier,
le Scorpion. Vous allez me dire, monsieur Portneuf, c'est un cas particulier. Oui, il y a 2 maîtres dans le signe du Scorpion. Pourquoi? Parce qu'il y a un maître traditionnel, Mars, et puis il y a un maître dit moderne, qui est Pluton. Vous savez qu'autrefois, donc dans l'Antiquité, les seules planètes visibles étaient les planètes du Soleil jusqu'à Saturne. Hein, au-delà, eh bien, les planètes n'étaient pas visibles à l'œil nu, et donc l'astrologie de cette époque était basée sur les 7 maîtres traditionnels des planètes, donc Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Et puis ensuite, eh bien, ont été découverts les transsaturniennes, les planètes dont l'orbite se situe au-delà de Saturne, et donc ces transsaturniennes, elles aussi, on leur a attribué un domicile. Donc les transsaturniennes, ce sont donc Uranus, Neptune et Pluton dans l'ordre de leur découverte. Et donc vous voyez que dans le signe du Scorpion, on a oui un maître traditionnel Mars, mais on a aussi un maître moderne Pluton. Donc il y a maintenant 2 maîtres dans le signe du Scorpion. Dans le signe du Sagittaire, donc Jupiter est en domicile en Sagittaire, Saturne est en domicile en Capricorne. Jupiter en Sagittaire, l'expansion, la découverte, l'exploration. Saturne en Capricorne, oui, le sens des responsabilités, le sérieux, la capacité à prendre des décisions. Et puis ici, dans le signe du Verseau, nous avons 2 maîtres, hein, encore. Donc Saturne, maître traditionnel, la loi du ciel, hein, les principes, les lois qui gouvernent notre sphère terrestre, mais aussi Uranus, c'est-à-dire la science, la capacité à aller au-delà, dans l'espace, etc. Pareil, dans le signe des Poissons, maître traditionnel Jupiter, mais donc la recherche de sagesse, la quête de sagesse, de connaissance, et en même temps, Neptune, maintenant, Neptune, planète des océans, donc en affinité naturelle, je dirais directe avec le signe des Poissons, donc ici aussi 2 maîtres. Alors, cette répartition des maîtres dans le zodiaque, elle révèle une symétrie qui, à chaque fois que l'on se penche dessus, est à la fois, je dirais, magique et presque poétique. C'est un peu comme, vous savez, la théorie de la relativité d'Einstein. À chaque fois que l'on la redécouvre, eh bien, on trouve ça absolument magique. C'est à la fois simple et absolument merveilleux. C'est exactement la même chose dans cette répartition des maîtres autour de la couronne zodiacale. Pourquoi? Parce que cela fait apparaître un axe qui est parfois... sur lequel on pourrait passer un peu vite, mais cet axe-là, il est très important parce que vous voyez que les 2 luminaires en fait se trouvent de part et d'autre de cet axe, qu'ils divisent donc qu'ils divisent la couronne zodiacale en 2 hémisphères, un hémisphère nocturne qui appartient à la Lune, et puis un hémisphère diurne qui appartient au Soleil. Et à partir de là, nous avons une symétrie magique. Puisque de chaque côté, nous avons des luminaires, nous avons Mercure, qui encadre ces 2 luminaires, puis Vénus, puis Mars, maître traditionnel, puis Jupiter, puis Saturne. Vous voyez? Donc les 7 maîtres traditionnels eh bien, sont en symétrie parfaite par rapport à cet axe, et donc dans cette répartition entre les 2 hémisphères. Alors, comme l'astrologie est une science ésotérique, aussi une science occulte, dans le sens où il y a une connaissance cachée, en fait, hein, qui fait partie de l'astrologie. Il y a d'autres sciences ésotériques, mais dans l'astrologie, il y a une connaissance cachée, comme cet axe qui a été caché, comme aussi, par exemple, ici, on retrouve, en fait, hein, dans cette symétrie, le départ donc, du O et du C par le Soleil et la Lune, et qui continue par le mot culte, hein, culte, donc qui est la culture en fait de la relation Soleil et Lune à partir de laquelle tout débute. Et donc on retrouve ici le mot occulte, hein, qui exprime que en fait toute cette connaissance cachée, cette connaissance ésotérique, vient de la réflexion sur la relation entre le Père, le Soleil, et la Mère, la Lune, qui sont aussi les parents, finalement, de l'astrologie, à partir desquels tout le cycle va se développer. Bon, mais ça, c'est une parenthèse que je referme tout de suite, simplement pour vous montrer, en fait, cette magie, et certainement une profondeur qui n'a pas encore tout révélé d'elle-même.
Qu'est-ce que l'on peut retenir aussi ici? Cette répartition nous donne déjà une notion de la nature des planètes. Ça, c'est quelque chose que je garderai. Il y a beaucoup de secrets, entre guillemets, à révéler de cette symétrie, mais s'il y en avait un qu'il fallait retenir, ce serait celui-là. Vous voyez que Saturne, qui était considéré chez les anciens comme la grande maléfique, vous savez, eh bien, on retrouve la position de Saturne qui s'oppose aux deux luminaires. Donc Saturne est déjà une planète d'opposition, je dirais, par nature. L'opposition révèle le besoin de faire un bilan, de revenir sur soi, de réfléchir. Hein. C'est un frein qui nous oblige à opérer une réflexion et parfois prendre une décision. Donc, on retrouve bien la nature ici de Saturne. De même que Mars, qui était considéré comme la petite maléfique à l'époque, eh bien, on retrouve Mars qui est en carré au mètre de son hémisphère. Donc ici, Mars carré à la Lune, mais ici, Mars carré au Soleil. Le carré, donc Mars est une planète carrée. Une planète carrée, voilà. Mars est une planète carrée, vous pouvez écrire cela sur vos blogs, je pense que je vais avoir beaucoup de messages. Mars est donc une planète carrée, et pourquoi? Parce que eh bien, le carré évoque la notion de combat, la notion de devoir trancher quelque chose, c'est que Mars est une épée, et donc on va retrouver cette notion dans le carré. Les planètes considérées comme bénéfiques, Jupiter, la grande bénéfique, elle est en trigone au mètre de son hémisphère, ici la Lune, et ici le Soleil. Hein, donc le trigone représente l'expansion, et donc nous avons déjà un indice sur la nature de Jupiter, c'est une planète qui représente l'expansion, la facilité, la fluidité dans les rapports. La deuxième planète considérée comme bénéfique, c'est Vénus. Vénus, la petite bénéfique, qui elle est en sextile au mètre de l'hémisphère, donc ici et là. Le sextile représente souvent une opportunité basée sur les relations, hein, et c'est exactement le sens finalement de Vénus. Donc vous voyez, rien qu'avec cette répartition, on a déjà beaucoup d'indices sur la notion des planètes. Vous allez me dire, j'en ai oublié une, Mercure est neutre. Mercure est neutre. Ici, on la retrouve dans une position de semi-sextile. Bon, Mercure est neutre, elle n'est ni catégorisée donc positive ou bénéfique ou maléfique, et on retrouve bien une influence finalement neutre. Elle dépend, en fait, les aspects dépendent des autres aspects ou de la nature des planètes engagées dans le terrestre. Voilà, alors traditionnellement, maintenant, nous avions donc des maîtres diurnes, hein, hémisphère diurne du Soleil, et des maîtres nocturnes, hémisphère de la Lune. Ça voulait dire que chez les anciens, alors je dis chez les anciens parce que c'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, et cette notion a évolué, chez les anciens, Mars était maître du Bélier, oui mais à condition, enfin, Mars se trouvait dans son domicile en Bélier, à condition que la naissance soit une naissance nocturne. Vénus était dans son domicile en Taureau, à condition que la naissance soit nocturne également. Alors, cette notion, elle a des limites malgré tout. Parce que vous voyez, autant c'est logique pour Vénus dans le Taureau, on comprend que le Taureau est un signe réceptif, un signe féminin. Donc Vénus, qui est également une planète féminine, dans le signe du Taureau, s'accorde bien, surtout dans un hémisphère nocturne. Mais par exemple pour Mars, c'est pas aussi évident. C'est même exactement l'inverse en fait. Et là, on arrive à certaines limites de la vision traditionnelle des choses. Par exemple, vous avez Mars dans le signe du Bélier, qui est un signe masculin, donc un signe où l'énergie sort, va vers l'extérieur, pousse vers l'extérieur, et Mars est une planète d'action. Donc ici, nous avons une affinité directe, c'est quelque chose qui se fait à la surface, alors que nous sommes dans un hémisphère nocturne. Donc vous voyez, là, ça accroche. Alors que ici, nous sommes Mars dans le signe du Scorpion, le Scorpion, signe plutôt introverti, plutôt féminin, réceptif, et ici, nous sommes dans l'hémisphère diurne. Donc vous voyez, la logique aussi, ici, a ses limites.
Alors, ce qui fait que la notion traditionnelle a évolué. Maintenant, on ne tient plus beaucoup compte des maîtres diurnes et des maîtres nocturnes. On a tendance à privilégier, je pense à juste titre, en fait, la position de la planète soit dans un signe masculin, soit dans un signe féminin. Par exemple, ici, Mars dans le signe du Bélier, ben effectivement, c'est l'action ouverte, hein, c'est le combattant sur le champ de bataille. Alors que ici, Mars dans le signe du Scorpion, ça va être davantage le résistant, ou le stratège, celui qui va réfléchir pour préparer une contre-attaque. Contre-attaque qui pourra d'ailleurs peut-être être une contre-attaque souterraine. Vous voyez, l'énergie se fait sous la surface. Donc il vaut mieux considérer la nature masculine ou féminine, donc signe masculin émetteur, signe féminin plutôt récepteur, hein, réceptif, pour justement préciser la nature du domicile, hein, effectivement. Voilà ce que je voulais vous dire donc pour les domiciles. Pour les exaltations, donc j'ai représenté en bleu, à l'intérieur de la couronne zodiacale, les exaltations des planètes. Alors, les origines des exaltations, elles sont beaucoup plus floues, beaucoup plus anciennes aussi que les notions de domicile. Autant pour les domiciles, nous pouvions voir une symétrie, il y avait une sorte de logique, je dirais presque arithmétique, qui se dégage de ce schéma. Ce n'est pas le cas pour les exaltations. Les exaltations, c'est une notion qui est beaucoup plus subtile, beaucoup plus ancienne, comme je l'ai dit, et nous sommes obligés de faire au cas par cas pour voir les exaltations. Donc ici, il faut les apprendre par cœur, hein, il n'y a pas le choix. Autant là, on peut les retrouver, mais là, je traduis ça comme ça. Là les exaltations, il faut les apprendre par cœur. Hein, voilà. En fait, si vous les apprenez par cœur, ça veut dire que vous les stockez dans votre mémoire, ça veut dire que vous ne les avez pas compris. Hein. Vous savez que tout ce qui est stocké dans notre mémoire, c'est en fait des choses que nous n'avons pas compris, parce que si nous les avions véritablement compris, nous n'aurions plus besoin de les garder dans la mémoire. Hein. C'était, vous savez, le physicien Majorana qui écrivait des formules incroyables sur ces emballages de cigarettes, de paquets de cigarettes, et puis ces équations, en fait, une heure après, eh bien, il les froissait, il les jetait à la poubelle, alors que c'était des choses absolument révolutionnaires pour le domaine de la science, mais comme elles étaient dans sa tête, il n'avait plus besoin de les conserver écrites quelque part, puisqu'il les comprenait. En fait, c'est un peu le même principe. Donc je dis apprendre par cœur, mais en fait, c'est pas un bon conseil. Il vaut mieux les comprendre plutôt que de les apprendre par cœur. Donc les exaltations, comme je l'ai dit, ce sont des affinités entre les planètes et les signes, moindres que les affinités que l'on peut retrouver en domicile. Donc, il y a une répartition qui est complètement inégale des exaltations. Vous voyez qu'il y a des signes où il n'y a pas d'exaltation, comme par exemple le Verseau ou le Gémeaux, pas d'exaltation dans ces signes, alors que nous allons avoir par exemple 2 planètes en exaltation dans le signe du Bélier. Voilà, c'est comme ça. Le Soleil est exalté dans le signe du Bélier, ça se comprend. Hein. Le Soleil, signe de vitalité, de dynamisme, dans le signe du Bélier, signe de l'action. De même, Pluton représente nos instincts, c'est une énergie qui monte en nous et qui, pareil, peut s'exprimer, justement, doit s'exprimer au travers de l'action martienne. Mais il y a aussi des planètes dont l'exaltation n'est pas complètement partagée par tous les astrologues. Là, j'ai mis par exemple, entre parenthèses, Neptune dans le signe du Sagittaire. Oui, c'est pas forcément vrai pour tout le monde. Voilà. Alors oui, on voit bien une affinité Neptune-Sagittaire dans cette quête, dans cette recherche d'absolu. Maintenant, est-ce qu'il faut la qualifier d'exaltation ou pas? Là, tout le monde n'est pas d'accord. Par contre, la majorité s'accorde, par contre, pour ce qui est de Neptune, à la positionner en exaltation dans le signe du Lion. Oui, ça oui, parce que nous sommes dans la recherche de la divinité, dans l'approche de la divinité, c'est le miracle qui a lieu dans le désert, par exemple, hein, Neptune en Lion, et qui permet de percevoir cette divinité. Donc oui, il y a ces affinités qui se dégagent ici.
Voilà, donc ce que je voulais vous dire, donc nous avons maintenant nos planètes en domicile et à l'intérieur nous avons nos planètes en exaltation. Maintenant dans la deuxième partie de cette vidéo nous allons regarder cela au travers de différents exemples pour mieux comprendre, bien comprendre comment s'expriment exaltation et domicile. Donc à tout de suite. Bien, nous voici à présent dans la deuxième partie de cette vidéo. Vous avez survécu à la théorie et maintenant voici l'heure de la récréation avec la mise en pratique. La pratique donc, comment est-ce que nous allons pouvoir nous servir de ce que nous avons vu précédemment pour enrichir nos interprétations. Alors je vous ai fait pour ce faire un petit schéma pour bien que vous puissiez visualiser ce qui se passe. On peut dire schématiquement, pour simplifier certes un peu les choses, mais aussi pour bien les retenir, qu'une planète en domicile va occuper à peu près 70-75% du champ sémantique du signe. Ça veut dire qu'il va y avoir un recoupement entre le symbole de la planète et tout son champ sémantique et le symbole du signe. Et cette zone de recoupement représente à peu près 75%. Donc il y a 75% de choses en commun, pour le dire autrement, 75% de choses en commun entre le signe et la planète. Et c'est pourquoi la planète se trouve en domicile. Donc prenons un exemple. Ici, j'ai représenté le champ sémantique de la balance dans ce rectangle. Ici. Donc ça, c'est 100% du signe de la balance. Et puis j'ai représenté un deuxième quadrilatère, donc un carré, qui représente le champ sémantique de Vénus. Et vous voyez que donc, Vénus est en domicile dans le signe de la balance, nous l'avons vu précédemment, et vous voyez que le carré va se superposer au rectangle pour occuper à peu près 75% de la signification du signe de la balance. Et donc, à l'intérieur de cette zone, donc celle-ci, hein, c'est la zone de recoupement, eh bien, nous allons trouver des choses qui sont communes à la fois à Vénus et à la fois au signe de la balance. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver ici? Eh bien, on va trouver bien sûr en premier lieu l'art. Hein. L'art et le sens esthétique est partagé à la fois par Vénus et à la fois par le signe de la balance. Nous allons retrouver également les relations sentimentales. Les relations générales, mais surtout les relations sentimentales. Vous savez, Vénus, c'était Aphrodite chez les Grecs, donc déjà on avait cette notion d'amour que l'on a en commun avec le signe de la balance. On va retrouver le charme, bien sûr, Aphrodite, le charme, tous les natifs de la balance également ont quelque chose une grâce particulière, un charme particulier, hein, ce sont les fleurs du zodiaque, donc les fleurs qui s'ouvrent, qui sont colorées, qui sentent bon, qui sont parfumées. Bon, ben, c'est exactement en affinité avec la planète Vénus. Nous allons retrouver également, au-delà des relations sentimentales, tout ce qui traite des accords, des partenariats, des collaborations. Vous voyez, ça c'est commun Vénus-Balance. Tout ce qui traite de la paix également. Hein. Vénus est comme la balance est le signe de la paix, et Vénus cherche à instaurer la paix dans ses relations. Donc, vous voyez, ça c'est le champ lexical, sémantique qui est commun aux deux signes, et cela représente à peu près 75% dans le cas d'une planète en domicile. Alors, que reste-t-il dans les 25% qui restent? Donc on va prendre des exemples. Qu'est-ce qui pourrait appartenir à la balance, mais qui ne serait pas en plein accord avec Vénus? Donc là, il faut se creuser la tête. Et ça fait partie justement des méditations que je vous encourage à faire. Alors, des réflexions, certains vont dire des réflexions, mais des méditations, parce qu'il faut aller marcher avec ces notions pour bien pouvoir approfondir les choses. Qu'est-ce qui appartient à la balance et qui n'appartient pas à Vénus? Alors, qu'est-ce que l'on va trouver ici? Par exemple, on va trouver tout ce qui est en lien avec, par exemple, la justice. Voilà. Alors, vous savez que la justice, hein, le signe de la balance, c'est l'emblème des avocats, des juges, des magistrats. Donc, voilà, ça appartient à la balance. Mais est-ce que pour autant ça appartient à Vénus? Ben non. Donc là, nous sommes dans les 20% ici. Hein. Donc, la justice, il y a aussi le sens du jugement, par exemple. Hein, le jugement. Mais pour bien juger, il faut faire preuve d'un certain détachement. Et oui. La balance est un signe d'air, et l'air va représenter aussi un certain détachement. Hein, se détacher pour pouvoir bien juger des choses. Hein, alors que Vénus, non. Hein, Vénus est plus attachée.
Qu'est-ce qu'on va trouver aussi, par exemple, l'hésitation. Voilà, l'hésitation. J'en ai une, juste à ce moment. L'hésitation, c'est typiquement Balance. Mais ça ne fait pas forcément partie de la sémantique de Vénus. Voyez ? Donc là, nous sommes, donc, vous voyez qu'il y a moins de choses, d'éléments qui se recoupent pas avec le signe, avec la notion de, avec le sens de Vénus. Hein. C'est pour ça qu'on a à peu près 25% ici. Qu'est-ce qui pourrait maintenant y avoir qui fasse partie du champ sémantique de Vénus, mais qui n'appartiennent pas donc au champ sémantique de la Balance. Hein. Donc c'est un peu la même chose, mais version Vénus. Alors qu'est-ce qu'on va trouver ici? Je vous propose de réfléchir avec moi, d'ailleurs ça m'aiderait. Qu'est-ce qu'on va trouver? Disons ici, alors voilà, Vénus est une planète quand même charnelle à la base. Hein. C'est une planète qui est en rapport avec le monde matériel, avec la chair. Hein. Vénus c'est la chair d'ailleurs. Donc on va trouver quelque chose, un rapport avec la chair ici. Donc par exemple, un rapport à la matérialité. Voilà, à la matérialité. Ça, c'est pas quelque chose qui est matérialité. Ce n'est pas quelque chose qui est que l'on trouve forcément chez la Balance, qui est un signe d'air, donc plus aérien, plus déconnecté avec ça. Là, ici, on a vraiment le côté charnel. Voilà, le côté charnel, ici. On a aussi le côté financier, qui n'est pas évident avec le signe de la Balance. Hein. C'est-à-dire que Vénus attache beaucoup d'importance à son confort matériel, son confort physique. Par exemple aussi au plaisir. Voilà. Hein. Alors, tout ce côté-là n'est pas forcément recoupé par le signe de la Balance. Voyez. Voilà, donc ça permet de bien illustrer, et donc c'est valable pour tous les signes. Donc vous pouvez vous entraîner, par exemple, de la même manière, à faire ces rectangles et ces carrés, et à prendre signe par signe avec la planète en domicile, et à faire ressortir ce qui est commun, donc en domicile, ce qui ne l'est pas, du côté du signe et du côté de la planète. Ça va vous permettre d'énormément approfondir votre connaissance des signes. Alors pour aller plus loin, ce que l'on peut dire également, c'est que Vénus est donc en domicile dans le signe de la Balance, nous l'avons vu, mais Vénus est aussi exaltée dans le signe des Poissons. Donc ici, nous avons dans le carré de Vénus, nous avons aussi le départ d'un autre rectangle qui est le rectangle qui correspond au signe des Poissons. Et donc ici, nous avons à nouveau 25% de recoupement, puisque Vénus est exaltée dans le signe des Poissons. Donc pareil, on continue l'exercice. Qu'est-ce que sont ces 25%? Qu'est-ce qu'on va trouver dans Vénus Poisson? Alors, dans Vénus Poisson, qu'est-ce que l'on va trouver? Vénus c'est l'amour, le Poisson c'est le don de soi, donc on va trouver la notion de, comment dire, de recherche de communion, hein, voilà, la recherche de communion amoureuse, communion. Donc c'est la communion des âmes dans la relation. Voilà, ça c'est typiquement Vénus Poisson. On va retrouver aussi l'inspiration Poisson, plus l'art vénusien. Donc ici c'est la sensibilité artistique, la poésie, typiquement la poésie, qui peut s'exprimer au travers de la romance d'ailleurs, hein, la poésie amoureuse par exemple, c'est typiquement Vénus Poisson. Vous voyez ? On va pouvoir retrouver aussi une grande générosité dans Vénus Poisson. Hein. Le besoin de se dévouer à l'autre. Hein, vous voyez. Voilà, alors tout ça fait partie donc de ces 25% d'exaltation Vénus en Poisson. Vous voyez? Donc ça c'est un excellent exercice donc, qui permet en fait de mieux comprendre comment les signes, comment le champ sémantique des signes se divise entre le domicile et l'exaltation des planètes.
Voyez? Et donc on comprend mieux les signes et on comprend ainsi mieux les planètes. Alors je vais prendre un deuxième exemple dans la continuité de celui-là pour encore approfondir un peu ce que l'on a vu. Donc à tout de suite. Troisième et dernière partie, nous allons prendre un autre exemple pour bien fixer les notions que nous avons vues précédemment. Donc pareil, à nouveau je définis un rectangle et cette fois je vais prendre le cas donc, de la Lune en domicile dans le signe du Cancer. Donc le grand rectangle noir ici, c'est 100% du signe du Cancer. Le carré, ici, maintenant vous avez l'habitude, c'est le champ sémantique de la Lune. Vous voyez que le carré vient se superposer au rectangle et finir par représenter 75% en commun. Donc dans toute cette partie, nous avons ce qui est commun à la Lune et au signe du Cancer. Alors qu'est-ce que l'on va trouver dans cette partie? Eh bien évidemment, la Lune déjà est en grande affinité avec le signe du Cancer, ça va peut-être encore plus flagrant que tout à l'heure avec Vénus en Balance. Donc tout ce qui est lié, la notion maternelle, hein, voilà, la notion maternelle ressort en priorité de cette position, tout ce qui revient à la fonction de la mère, donc qui consiste à nourrir et à protéger son enfant, mais aussi ses proches, les personnes autour de soi, tout ce qui concerne le foyer, la famille, tout ça c'est recoupé à la fois par la Lune et par le signe du Cancer. Mais également, la Lune et le signe du Cancer nous parlent du passé, de notre histoire, de l'histoire de notre famille, par exemple, de la généalogie, mais aussi à la tradition, parce que le passé est lié à la tradition. Donc c'est la référence à une forme de tradition, voire parfois une forme de traditionnalisme. Aussi, la Lune et le signe du Cancer nous parlent du peuple, hein, du peuple, de la foule, d'une masse, qui peut être une clientèle comme un public, hein, mais c'est le rapport à la foule que l'on trouve d'ailleurs dans Démocratie, parce que c'est justement le fait de gouverner le peuple. Hein. Et puis tout ce qui a trait à l'imaginaire, hein, le Cancer, signe d'eau comme la Lune, nous parle de l'évasion par le rêve, de l'imagination qui est extrêmement fertile, à la fois au travers du signe de la Lune et dans le signe du Cancer. Donc on pourrait continuer, mais il y a bien sûr d'autres choses, mais vous voyez que tout cela se recoupe et représente environ 95% du signe, 75% du signe du Cancer. Qu'est-ce que l'on va trouver maintenant, comme tout à l'heure dans l'exercice précédent, qu'est-ce que l'on va trouver dans les 25% qui appartiennent au signe du Cancer, mais qui ne sont pas directement liés à la Lune? Bien, ici, on va pouvoir trouver, par exemple, dans le signe du Cancer, on va trouver par exemple les patrons. Voilà, les patrons d'établissement. Alors bon, c'est les chefs d'entreprise. Hein. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont très marqués par le signe du Cancer. On va trouver tout ce qui touche aussi à la gestion. Voilà, à la gestion. Tout ce qui touche au patrimoine. Mais aussi tout ce qui touche à la notion de paternalisme. Voilà. Hein. Et ça, c'est différent de la symbologie lunaire. Voilà. Pourtant, ça fait bien partie du signe du Cancer, mais ce n'est pas complètement recoupé dans la Lune, qui véritablement est une planète féminine. Donc, en fait, dans le signe du Cancer, il y a une partie masculine qui ne se recoupe pas avec la notion vraiment purement féminine de la Lune. Et d'ailleurs, donc, cette partie-là fait vraiment écho. Si vous voulez, tout ça, en fait, quand je le vois comme ça évoque vraiment Jupiter en Cancer. Voilà. C'est-à-dire donc l'exaltation. C'est plus dans l'exaltation. Donc on a bien, si vous voulez, en fait, dans le signe du Cancer, on a une grande partie féminine, maternante, mère. Donc ça, c'est 75%. Mais dans ce signe du Cancer, on a aussi 25% qui est plus masculin, lié au père, que l'on retrouve typiquement dans la position de Jupiter Cancer. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que Jupiter est exalté dans le signe du Cancer. Donc ça fait partie du Cancer, ça ne fait pas partie vraiment de la symbologie lunaire. Qu'est-ce qui fait partie maintenant de la symbologie lunaire, mais qui ne fait pas partie
de la symbolique cancer. Alors, ici, on va trouver, la Lune, c'est l'âme. Voilà, c'est l'âme. C'est l'âme de la personne, traditionnellement, c'est cela. Alors, l'âme, oui, c'est la notion lunaire, ce n'est pas une notion que l'on retrouve forcément dans le signe du cancer. De même que, par exemple, l'image de soi. Voilà. L'image de soi, ça fait partie de la symbologie lunaire, mais pas forcément de la symbologie cancer. Tiens, ici on peut rajouter le mouvement. Alors, le mouvement dans le sens d'une certaine instabilité, d'une transformation en permanence. La Lune se transforme en permanence dans le ciel, et le cancer est un signe qui est très soumis à ses humeurs, donc à ses changements d'humeur, aux marées en fait. Donc ici aussi on a cette notion de mouvement, plutôt de changement. Voilà, de changement. Ouais. Alors l'image de soi, qu'est-ce qu'on va trouver dans la Lune aussi qui n'est pas recoupé en cancer? C'est le subconscient. Voilà. Le subconscient, ça c'est typiquement lunaire. Ce n'est pas forcément très cancer. Voilà. Donc le subconscient c'est... Bon, il y aurait certainement d'autres choses, je vous invite à mener cette réflexion. Qu'est-ce qu'il peut y avoir maintenant? Donc puisque la Lune est aussi en exaltation dans le signe du Taureau, donc qu'est-ce que l'on va pouvoir trouver dans les 25% que représente l'exaltation de la Lune en Taureau, cette fois? Alors, et là vous voyez, l'exaltation c'est plus subtil que le domicile. Autant le domicile ça arrive, boum, l'interprétation arrive tout de suite, boum. Ici, en exaltation, vous êtes obligé de faire un exercice mental de recoupement. Mais c'est potentiellement plus riche pour votre interprétation. Qu'est-ce que l'on va trouver ici qui recoupe la Lune et le Taureau? On est obligé de faire des liens. Donc, la Lune va nous parler du domicile, mais le Taureau va nous parler de la matérialité. Donc ici, on peut avoir la notion de patrimoine. Voilà, le patrimoine, ça, c'est typiquement Lune Taureau, par exemple. Un peu de possessivité. Ça découle de ce que j'ai dit tout à l'heure. Possessivité. On est facilement possessif vis-à-vis de ses proches, parce qu'on a besoin de sécurité. Et notamment de sécurité matérielle dans le signe du Taureau. Voilà, on peut voilà, donc on peut développer son patrimoine, la possessivité, la sécurité matérielle. Il y a la notion aussi de lien avec la nature dans cette position. Pourquoi? Parce que la Lune et le Taureau nous parlent des rythmes de la nature. Qui sont en permanence en train de changer. Donc ça peut être une petite maison à la campagne. Typiquement, la Lune Taureau, c'est la petite maison dans la campagne. La petite maison dans la prairie, c'est Lune Taureau, vous voyez, par exemple. Tout à fait ça. Donc voilà. Donc ici, nous sommes... Et puis, il y a l'imaginaire de la Lune qui peut se retraduire dans la matière Taureau. Donc on va avoir une imagination mais créative, ici. Donc, typiquement, c'est quoi? C'est le modelage, c'est la sculpture, le modelage, tout ce qui permet de toucher et de traduire par le concret ce que l'on a perçu par l'imagination. On pourrait continuer. Mais vous voyez, à nouveau, nous venons de faire cet exercice. Vous avez vu ici, dans ce deuxième cas, donc, ce qu'il faut retenir, c'est autant... l'interprétation du domicile est assez évidente, autant l'interprétation de l'exaltation réclame un travail donc plus créatif de la part de l'astrologue pour pouvoir mélanger les notions, faire des recoupements. Donc on prend des termes d'ici et on prend des termes du Taureau et on les mélange et on obtient les 25% d'exaltation. Voilà. Écoutez, j'en ai terminé. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que cela vous permettra d'enrichir vos futures consultations. Et donc moi je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos sur Astrosciences. Merci.